5G, l'impossible débat, pourquoi ce titre? Parce qu'on a évidemment une technologie qui est poussée, on va dire, par les opérateurs, évidemment, mais plus globalement par le monde économique et le monde industriel qui réclame, on va dire, à corps et à cri la mise en place de cette technologie, donc la 5G. On aura l'occasion d'entendre encore ce soir, mais une technologie qui fait réagir des citoyens et qui pose des questions, des citoyens qui émettent, on va dire, de plus en plus de craintes sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, et plus globalement sur peut-être le type de société que préfigure cette technologie et sa mise en place. Voilà, un débat de société, donc, mais un débat difficile, un débat compliqué, un débat aux enjeux techniques, complexes, tous des éléments qui facilitent pas la discussion. Donc voilà, ce soir, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est avec beaucoup d'humilité, une soirée qui va tenter un peu de vous éclairer dans ce débat, amener des clés de compréhension, et puis à un moment aussi vous donner la parole puisque vous avez eu l'occasion de réagir. Au passage, je remercie aussi tous ceux qui ont déjà posté les questions. Il y en a eu beaucoup. Donc ça montre que cette question vous intéresse. On va essayer de répondre à un maximum de questions, que ce soit dans les interventions des experts qui sont ici ce soir et aussi après dans un temps de questions-réponses. Je peux juste vous dire que déjà, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'on en a reçu beaucoup, mais on va essayer d'en prendre un maximum. Voilà. Alors ce soir, pour parler et d'intervenir dans ce débat, on a le plaisir d'accueillir 4 experts qui vont tenter de nous éclairer. Parmi les experts, on a notamment Wendy Dehemtine, qui est physicienne et qui est cofondatrice du collectif Onde Brussels. Donc Wendy Dehemtine. On a aussi Dominique Demonté pour Agoria, donc directeur d'Agoria Wallonie. Agoria qui est la fédération de l'industrie technologique, si je dis bien les choses. On a Francis Lebout aussi, qui est ingénieur civil et cofondateur du collectif Stop 5G. Bonsoir. Et alors on a aussi Jean-Pierre Asquin, qui est professeur à l'école polytechnique de Louvain, donc l'UC Louvain, qui est chercheur dans le domaine de la micro et de la nanoélectronique, et qui va nous éclairer très certainement dans ce débat. Voilà, donc merci déjà aux différents intervenants d'avoir accepté de jouer le jeu. Et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Peut-être en vous donnant d'abord la parole à vous, Jean-Pierre Asquin. Donc Jean-Pierre Asquin, on l'a dit, vous êtes professeur à l'UCL et vous êtes aussi membre d'Alter Numéris. Alter Numéris, c'est quoi? C'est un collectif de chercheurs qui développe des réflexions et des propositions en matière de société numérique. C'est comme ça que vous présentez, avec l'intention affichée, et je cite, de politiser la société numérique dans le sens le plus noble du terme, et de pousser à réfléchir davantage à l'impact sociétal des nouvelles technologies. Donc on est en plein dedans évidemment ici ce soir. Par rapport à la 5G, quand on voit la façon dont le débat se mène, on a quand même l'impression d'avoir vraiment deux camps, avec d'un côté les pros 5G et de l'autre les anti qui se regardent un peu en chien de faïence. Chacun affûtant un peu ses arguments et avec un débat qui est quand même compliqué entre les deux. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on assiste parfois un peu à un dialogue de sourds entre les deux positions. Donc on a un débat qui est plutôt, on va dire, binaire. Est-ce qu'on est forcément, on va dire, contraint d'avoir un débat aussi polarisé quand on parle de la 5G? Un sujet technologique et par définition pour moi effectivement passionnant. Donc j'adore les sciences et les technologies. Pour être très clair. Malheureusement, ce n'est pas le premier ni le dernier débat qui va être binaire. Je pense que les technologies sont un symbole de notre société. On est dans une société, et je le déplore, qui est technico-économique, néolibérale, qui voit comme solution à notre société généralement uniquement le prisme technologique. Et donc, on parle aujourd'hui de la 5G, on a parlé il n'y a pas très longtemps, et on en reparlera des ONG, de l'OGM, le nucléaire, l'intelligence artificielle. Donc il y a un ensemble de technologies qui créent débat. Et c'est bien logique. C'est une très bonne chose que le citoyen s'en tracasse. Malheureusement, que ce soit le citoyen, que ce soit le politicien, que ce soit le scientifique que je suis, on manque cruellement d'outils à mener un débat
un débat d'idées avec un regard un petit peu holistique face à une problématique qui est systémique, qui est multifacette. On va parler ce soir d'économie, on va parler de sanitaire, on va parler de l'environnement et de la pollution, on va parler énormément de sujets qui découlent d'une technologie et de l'usage de cette technologie. Personne ne peut se targuer de dire qu'il peut embrasser cette complexité. Donc on a la nécessité, il y a une urgence à développer des méthodologies, à développer le débat, à discuter entre personnes de backgrounds différents. Et malheureusement, ça fait cruellement défaut. Et de nouveau, je me répète, ce n'est pas la première fois que cet esprit un peu binaire existe. Je dirais que si l'université doit un petit peu balayer aussi devant sa porte, c'est que moi, je suis à l'école polytechnique. Quand je vois un petit peu les étudiants ingénieurs, ils ne sont pas en contact avec le vivant, ils ne sont pas en contact avec l'humain, avec la relation humaine. On est complètement coupé des sciences humaines, des sciences médicales. Comment voulez-vous que les technologies soient développées en tenant compte de ces paramètres, alors que dans une université, on prend le cas de mon université, l'UC Louvain, une université dite complète, qui devrait favoriser un petit peu l'échange entre les disciplines. Ce n'est malheureusement pas le cas, donc on n'a pas au sein même de l'université ce genre de débat, on ne développe pas des outils de dialogue et de construction mentale ensemble. Donc voilà, je pense que c'est une des explications. Donc on ne peut pas en vouloir aux industriels qui sortent pour la plupart de nos universités, on ne peut pas en vouloir aux politiciens, aux citoyens d'être un petit peu désœuvrés par rapport à ces questions. Et donc, ça se polarise, c'est-à-dire on est plus basé sur des croyances, sur une vision, et fort heureusement, donc la vision est très importante. Nous devons discuter de cette vision de société, mais calmement, de manière argumentée, en ne diabolisant pas un camp ou l'autre, mais je suis convaincu que le manque d'outils à la réflexion est un des éléments, malheureusement, manquant cruellement aujourd'hui, mais dans toutes les sphères, effectivement. Et donc voilà, donc je ne suis pas du tout étonné. Cette technologie, comme je le disais, inventée, mise au point par des ingénieurs, et quand cette technologie a toute sa capacité, elle peut passer alors sur un marché, et on en voit alors son intérêt économique. Et puis généralement, ça justifie tout simplement le lancement de la technologie. On va s'arrêter généralement là. Et on ne réfléchit pas nécessairement aux impacts maintenant. Le public est un peu alerté par l'aspect climatique, mais ça touche notre petite société occidentale. Maintenant, on se dit, oui, ça va peut-être être difficile pour nous aussi. Là aussi, je voudrais insister. Est-ce qu'on développe vraiment des technologies pour essayer de se dire comment on va réduire la fracture sociale dans nos pays ici occidentaux, mais aussi peut-être de manière globale. On parle de la 5G, il ne faut pas oublier qu'on parle d'une technologie qui va servir une infime partie du globe terrestre. Or, les impacts environnementaux, ils sont globaux. Donc, on se permet de mettre sur le marché des technologies qui auront des impacts globaux pour des intérêts locaux. De nouveau, je vous dis, moi je suis passionné par les sciences et technologies, donc elles peuvent, je suis certain, la 5G comme n'importe quelle autre technologie. Je travaille sur la 5G, je travaille sur la micro-nanoélectronique pour les ondes millimétriques, RF, etc. Donc je connais relativement bien cette technologie. Elles peuvent apporter des choses. Oui, vous disiez en préparant un peu le débat ici, c'est que vous n'êtes pas anti-technologie comme la caricature qu'on peut faire parfois de certaines personnes. Mais vous dites que c'est important de se poser des questions par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire et en train de mettre en place. Si on prend le temps d'analyser toutes les technologies, si on peut reparler par exemple des énergies dites renouvelables, le solaire, l'éolien, par exemple, la voiture électrique, on présente ça comme étant des solutions. Oui, c'est des solutions peut-être pour répondre à quelques problèmes, mais quels sont les autres problèmes qui vont le générer? Quand on est dans l'innovation, on présente toujours un résultat gagnant. C'est comme ça que moi aussi j'ai été éduqué en tant qu'ingénieur. On réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire gagner à la société? Et donc on réfléchit seulement à ce côté-là. On réfléchit aux gagnants. Où sont les perdants? Toute technologie, et là je peux vous montrer de la littérature dans tous les sens, toutes les technologies ont des avantages et des inconvénients. Mais toutes. Donc il n'y a pas une technologie verte, miracle, qui ne va pas entraîner. C'est des choix, de véritables choix de société. On ne prend pas le temps et, je me répète, on est mal outillé. C'est ça, et là vous dites on ne tient pas en compte de l'impact que ça peut avoir. On ne tient pas compte de l'impact, bien sûr. Ce qu'on tient compte, c'est se dire, on a une roadmap. Donc je travaille dans le domaine de la microélectronique. Il y a ce qu'on appelle une roadmap, donc une vision technologique.
Depuis les années 60, avec la loi de Moore, on se dit il faut réduire la taille des transistors. Le transistor, c'est l'élément de base de tout circuit électronique. Réduire sa taille. On est passé de transistors de quelques dizaines de microns à aujourd'hui moins de 10 nanomètres. Ça permet d'avoir des mémoires, comme on a à peu près tous, les laptops. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais cette loi, elle n'est qu'une loi économique. C'était l'idée de se dire il faut absolument qu'on réduise la taille pour que, économiquement, quand on fabrique ces chips, ce ne soit pas trop cher. Et donc, cette loi nous a entraînés vers tous les objets électroniques qu'on trouve autour de nous. Et pour poursuivre cette merveilleuse technologie qui rapporte énormément d'argent pour un certain nombre, un nombre très limité, mais ça ramène énormément d'argent pour un certain nombre de personnes, qu'est-ce qu'on va inventer d'autre? Qu'est-ce qu'on va apporter? Maintenant, la microélectronique ne sert plus uniquement à créer des processeurs ou des mémoires, ça permet d'échanger des signaux à très haute fréquence, c'est tout ce qui est l'aspect télécommunication, c'est l'intelligence artificielle, c'est les réseaux, c'est les capteurs. On réalise des capteurs aussi dans les tailles micro et nanoscopiques. On a des laboratoires même sur le silicium, etc. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite par rapport à cet usage. C'est ça. Et de là où vous êtes en tant que chercheur, vous voyez un peu la façon dont le débat se mène. Quelle semaine autour de la 5G, hein, quel regard vous portez sur la façon dont il a lieu ce débat-là? Mais je vous dis, je comprends le désarroi de la plupart des personnes, et je cite tout le monde, hein, tous les camps sont dans le désarroi parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, à s'écouter, ils n'ont pas une grille de lecture commune. Et je dirais que pour reparler des chercheurs, finalement, on suit une tendance. On sait que si on trouve un transistor plus petit, c'est super. On sait que si on arrive à trouver un transistor qui va fonctionner à plus haute fréquence, à plus haut débit, on est gagnant. Vous voyez, donc même dans la recherche, les critères de réussite sont ceux d'un pouvoir économique, tout simplement, sans aucune autre forme de réflexion derrière. Et donc moi, c'est ça qui m'attriste énormément, effectivement. Et donc ce débat, effectivement impossible, il y en aura encore et encore s'il n'y a pas un effort fait par l'ensemble de ces acteurs. Et je dirais l'acteur principal qui doit peut-être un petit peu jouer son rôle, c'est au niveau de l'université. Quand je discute avec des industriels, dans le domaine de la micro-nanoélectronique, je leur parle de toute cette technologie, par exemple la 5G. La plupart sont d'accord, hein. Mais ouais, on sait bien, notre technologie, elle pollue énormément, on sait très bien qu'on devrait réduire ceci, on sait bien qu'on devrait designer autrement, on sait qu'on est dans l'obsolescence programmée, pas que technique, psychologique, esthétique, etc. Mais il y a ils connaissent ça et ils sont d'accord, franchement d'accord. Dans mon boulot, j'ai la chance de parler avec des chercheurs, mais aussi avec des top managers de ces grosses sociétés en microélectronique. Quand on discute et qu'on boit un verre, ils sont d'accord. Mais après, ils me disent, mais comment on fait? Comment on fait? Quels sont les outils? Donc je pense que de la bonne volonté, il y a moyen d'aller en trouver, vraiment. Mais il faudrait être outillé pour le faire. Là, de nouveau, quand je parle de ces top managers, je parle avec des gens qui sont dans le domaine des techniques et des sciences. Ils sont aussi extrêmement, je dirais, à devoir répondre par rapport à un certain système économique. Mais de nouveau, si on réfléchit, j'ai des camarades qui travaillent dans le domaine économique où ils ont des belles propositions de changement économique, mais ça, on ne les entend pas. On ne les entend pas, tout simplement parce que et les ingénieurs ne côtoient pas ces gens-là d'habitude. On est tous dans notre discipline. Vous avez cité nos noms d'experts, j'aime pas trop. Voilà, mais c'est un peu ça, la société dans laquelle on est. On est tous extrêmement disciplinaires et on manque de moyens pour débattre. À l'université, on ne débat pas. Hein. D'accord. Voilà. Oui, tout à fait marrant. On aura évidemment l'occasion d'y revenir, notamment parce qu'il y a pas mal de questions qui portent sur les points que vous avez amenés. Mais dans le débat aussi qui nous occupe ce soir, il y a évidemment autour de la 5G et de l'intérêt de la 5G, c'est évidemment les enjeux économiques qui tournent autour du déploiement de cette technologie-là. Alors certains vont jusqu'à parler certains invoquent l'utilité, d'autres l'inutilité de la 5G et remettent en question, certaines personnes remettent en question, comme je disais, le type de société que risque d'entraîner la mise en place de cette technologie. Mais qu'en est-il, on va dire, du monde économique, pardon, je suis interrompu. Qu'en est-il du monde économique et du monde des entreprises? On pense évidemment aux opérateurs qui ont un intérêt, on va dire, direct à la mise en place de la 5G, mais
plus globalement, le déploiement de la 5G va en réalité avoir un impact sur quasiment l'ensemble des secteurs de l'économie, ou en tout cas dans beaucoup de secteurs, avec des enjeux importants en termes d'emploi et d'investissement, insiste Agoria, donc la Fédération de l'industrie technologique. Donc pour en parler ce soir des enjeux économiques, je cède la parole à Dominique de Monte, donc qui est le directeur d'Agoria Wallonie, comme je le disais. Donc qui travaille, qui traite du secteur technologique, qui pèse quand même en Belgique, puisque je voyais sur votre site qu'il y a environ plus de 300 000 personnes qui travaillent notamment dans ce secteur-là. Mais donc grosso modo, beaucoup de secteurs risquent d'être impactés par rapport à la mise en place de la 5G. Donc pour vous, clairement, il ne faut pas qu'on rate, entre guillemets, le train de la 5G. C'est ce que vous dites du côté d'Agoria, pardon. Oui, bonsoir. Je vais peut-être brièvement réagir sur ce qu'a dit l'intervenant précédent. En fait, je partage son analyse. La question pour moi, ce n'est pas la 5G ou pas la 5G. Je pense que ça, de toute façon, à une échelle régionale, le choix, il ne sera pas là. Tous les pays autour de nous sont équipés en 5G. Donc, à un moment, on y arrivera. La vitesse, c'est... La vraie question, c'est à quel moment on y arrivera dans une région comme la Wallonie ou comme Bruxelles, parce que la pression sera là. Mes collègues ne seront peut-être pas d'accord. Par contre, la vraie question fondamentale, c'est est-ce que c'est vraiment utile et comment est-ce qu'on peut utiliser une technologie comme celle-là? Alors évidemment, et je vais prendre quelques exemples, parce que je pense que cette technologie, on doit la penser au niveau des entreprises, hein, c'est vraiment mon job, mais aussi au niveau de la société et au niveau des citoyens. Et c'est un peu sur ces trois niveaux que je voulais intervenir en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une société, à l'échelle de région ou d'un pays avec la 5G? Alors si je commence par le niveau des entreprises, et honnêtement, on aurait fait ce débat-là il y a 1 an ou 1 an et demi, je serais venu avec des choses très générales. Je vous aurais dit la 5G, ça va être utile pour le transport, la 5G, ça va être utile pour la santé, la 5G, ça va être utile pour la sécurité. Ce qui a fondamentalement changé en 1 an et demi, c'est qu'évidemment, tous ces éléments-là restent corrects, mais on a aujourd'hui des exemples concrets. Puisque, comme je le disais, il y a toute une série de pays qui ont avancé. À Monaco, la 5G est en place depuis 1 an. Et donc maintenant, on a des retours d'utilisation très concrets. Alors, si on regarde au niveau des catégories d'entreprises, celle pour laquelle la 5G va être importante à l'échelle d'un pays comme la Belgique, c'est d'abord les grands groupes qui sont dans des processus de production, ce qu'on appelle les entreprises manufacturières, et qui, pour rester compétitives à une échelle internationale, doivent s'automatiser. C'est tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et dans les processus d'industrie 4.0, la 5G est une technologie essentielle pour la modularité des infrastructures, donc pouvoir très rapidement reconfigurer votre chaîne. Un exemple, Audi, qui est présent ici à Bruxelles, est en train de tester la 5G en Allemagne. AGC, qui est localisé à Charleroi, fait des développements sur l'intégration de la 5G dans ses vitres. Vous imaginez bien que des sociétés comme celle-là, si la 5G ne s'installe pas dans une région, dans un pays comme la nôtre, elles ne resteront pas en Belgique. Parce qu'elles sont internationales, elles iront là où elles vont pouvoir assurer le développement de leur technologie. Donc ça, c'est au niveau des gros groupes. Alors, il ne faut pas regarder que les gros groupes, et j'étais encore cet après-midi au téléphone avec une société du Brabant wallon qui s'appelle Sea Telecom, qui est spécialisée dans l'équipement en outils de télécommunication des tunnels. Vous savez qu'un tunnel, c'est par définition un endroit où les ondes ne passent pas très bien. Et donc, il faut au niveau des tunnels des outils et des mécaniques de communication qui sont très importantes. S'il y a un accident à un moment, il faut pouvoir le prévenir. Si vous devez envoyer des secours, il faut pouvoir capter des données. Et eux sont déjà aujourd'hui, donc c'est une société wallonne, en train de travailler sur ce qu'ils pourraient développer à travers la 5G. Et donc, on voit que la 5G, à la fois au niveau des entreprises, elle est importante pour maintenir la compétitivité de nos entreprises à l'échelle belge dans des gros groupes, mais aussi pour permettre à des PME belges de se positionner aujourd'hui dans ces technologies. Et évidemment, si on n'a pas ça chez nous, elles ne pourront pas le faire. Et donc là, on a un vrai enjeu de compétitivité. Et des études parlent de 36 000 emplois qui pourraient être créés ou ne pas créés en fonction de la vitesse. Parce que de nouveau, pour moi, la 5G, on la développera. Ça, moi, j'en suis convaincu. De nouveau, tous les pays autour l'ont fait. De la vitesse à laquelle on va pouvoir la déployer chez nous. Donc ça, c'est au niveau des entreprises. J'aurais pu prendre l'exemple de la SAPCA qui a développé aussi un drone pour le biomédical. Et ça fait le lien justement avec en quoi la 5G peut être utile pour la société. Hein. Et donc, si on prend l'exemple de la santé, on disait ça pourrait être utile dans le biomédical. On a un exemple de la SAPCA qui a développé un drone qui permet d'amener très rapidement du matériel biologique d'un hôpital à un autre ou d'un site à un autre. Et donc ça, c'est développé de nouveau ici chez nous.
c'est dans la mobilité de sociétés comme Alstom. Et vous voyez que je prends tous des exemples d'entreprises qui sont présentes chez nous, puisqu'évidemment, dans tout ce qui est le ferroviaire, l'utilisation de la 5G peut vraiment être un élément qui optimalise en fait les trajets, les vitesses à laquelle les trains vont voler. Donc, on voit évidemment tout l'impact sur la mobilité. La SNCF vient d'ailleurs de signer un accord avec Nokia. Il y a des tests qui ont été faits maintenant en Corée. Donc, de nouveau, ces aspects de mobilité à travers le train, c'est un exemple concret. Je ne vous parlerai pas de la voiture autonome. On n'y est pas aujourd'hui et donc c'est pas ça qui doit nous faire qu'on doit aller rapidement sur la 5G en Belgique. Il faut appeler un chat un chat. Si on revient au niveau de la sécurité, c'est lié avec la santé. Je vais prendre un autre exemple qui est ce qui a été développé par les pompiers de Monaco, où ils ont maintenant intégré la 5G. Donc ça, j'invite tous ceux qui sont intéressés par ça, vous tapez pompiers Monaco 5G, vous verrez une vidéo où ils expliquent comment ils utilisent un drone. Donc c'est évidemment un cas fictif d'une dame qui a un malaise, on les appelle, ils envoient un drone très rapidement pour voir quel est le lieu sur lequel ils doivent faire l'intervention, ce qui peut être très utile lorsqu'il y a du trafic, où il y a un certain nombre de choses. On voit tout de suite l'importance d'avoir quelque chose qui peut se déplacer très rapidement et de fournir des images à très haute résolution. Et ça, évidemment, c'est des caractéristiques qu'on ne peut pas faire avec la 4G aujourd'hui. Et puis, une fois qu'il y a un premier examen de la patiente, il y a de nouveau des applications qui permettent très rapidement de faire des diagnostics, des analyses qui sont directement envoyées à l'hôpital. Donc, de nouveau, on n'est plus là dans des cas potentiels, on est dans des cas pratiques qui sont en application aujourd'hui par rapport à la sécurité. Alors, au niveau de l'individu, vous allez me dire, au niveau de l'individu, évidemment, il va bénéficier de ce que j'ai expliqué pour la santé. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est le suivi des patients à domicile. Quand vous discutez avec les hôpitaux, on va de plus en plus vers ce qu'on va appeler les hôpitaux ouverts. Et donc, le fait d'avoir des capteurs connectés fait qu'on peut suivre. Le CHU de Charleroi vient par exemple de faire une initiative en cardiologie par rapport à ça, de pouvoir suivre des patients à domicile et très rapidement les informer. Tiens, attention, vous avez quelque chose qui est anormal au niveau du rythme cardiaque. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Comment est-ce qu'on peut monitorer? Et on voit aussi l'importance que peut prendre cette capacité-là dans une période comme le Covid, où se rendre en hôpital est beaucoup plus compliqué. Mais on sait que c'est aussi une tendance. Au niveau de l'individu, alors, et là, M. Raskin me dira... Alors, au niveau de l'individu, justement, l'individu, il va bénéficier de tous ces services. Le fait d'avoir des transports plus rapides, le fait d'avoir de la santé. Et puis, au niveau de l'individu, mais je ne pense pas que c'est sur l'individu qu'on doit promouvoir l'utilisation de la 5G aujourd'hui. L'individu, il va pouvoir regarder des vidéos en 4K beaucoup plus vite. Il va pouvoir utiliser des jeux. Mais franchement, vous comprenez bien que ce n'est pas ça que je mets en avant pour pousser la 5G. Donc je pense que la 5G, elle a dans un premier temps un rôle au niveau de l'industrie et un rôle sociétal à travers les services qu'elle va pouvoir rendre aux individus. Maintenant, si vous discutez avec des jeunes et que vous leur expliquez que dans une ville comme Bruxelles, il n'y a pas de 5G, qu'ils ne pourront pas jouer et qu'ils devront aller à 20 km plus loin parce qu'en Flandre, le déploiement de la 5G est parti, je vous défie de les convaincre de rester ici. Et de manière générale, si une ville comme Bruxelles, à un moment, n'a pas la 5G, il faudra expliquer à la Commission européenne pourquoi la ville où elle est installée n'est pas équipée de la 5G. Mais donc, vous voyez que le message que je voulais faire passer, c'est qu'on voit que c'est des technologies, et ça rejoint ce que M. Raskin disait, je pense que ça, c'est une responsabilité des pouvoirs publics, de se dire une technologie comme celle-là, elle va se déployer, parce qu'elle se déploie ailleurs. Comment est-ce qu'on l'utilise comme un vrai levier de développement économique, social, sociétal, comment est-ce qu'on crée du lien? Et ça, je vous rejoins que c'est un débat, cette dernière composante, c'est un débat qui est encore trop peu absent aujourd'hui. Alors, les autres questions, on va les aborder, parce qu'il y a 3 questions fondamentales sur la 5G. Est-ce que c'est utile? Bon, j'espère vous avoir démontré que c'était utile pour différentes catégories. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Là, moi, je me référerai à l'OMS, à l'ICNIRP, à toute une série d'études qui disent que ce n'est pas le cas. Ouais. Mais ceux qui vont passer après moi diront le contraire et ils auront l'occasion de réagir par rapport à ça. Et puis, quid de l'impact environnemental? Et là, il y a une réponse par rapport à ça, c'est que le monde a changé aussi en 2 ans. Regardez le poids qu'a pris toutes ces questions écologiques par rapport au monde industriel. Regardez de quoi a fait le Green Deal. Le Green Deal, c'est digital et écologie. Et donc, on voit bien que la pression sera mise sur les différentes entreprises pour qu'elles intègrent ces composantes-là. Je lisais un article ce week-end, Proximus a fait le choix de certains opérateurs et vous verrez que dans les critères, il y avait justement la manière dont ils pouvaient répondre à toutes ces questions environnementales et écologiques. D'accord, on va en parler parce que là, vous annoncez déjà ce qui va arriver. Un peu de teasing pour mes collègues. Tout à fait, voilà, vous faites ça très très bien. Ok, juste petite précision, vous disiez que donc vous êtes assez catégorique, on va y arriver à la mise en place de la 5G, que les choses se mettent en place chez nos pays voisins. Les choses se mettent en place, mais il y a quand même débat aussi dans les pays voisins. Les choses ne sont pas aussi claires que
Il y a débat, mais ça avance. Il y a une grosse analyse qui a été faite en France, par exemple. Il y a tout un rapport qui est sorti par rapport à ça, où évidemment, enfin, quel est le comportement logique du monde politique? Le monde politique face à une nouvelle technologie, il entend d'une part son tissu industriel qui lui dit ça va être utile et ça pourrait avoir un rôle sociétal, et puis il entend des citoyens tout à fait légitimes qui disent non, cette technologie, elle pose encore des questions sur la santé. Et donc, comment se comporte un État? Il prend les données qui existent et il les analyse de manière contradictoire. Et donc, c'est ce qui a été fait par la Commission européenne, c'est ce qui a été fait maintenant par différents pays qui ont fait le choix de ce basculement. Et comme je le disais, en Belgique, puisque ce sont des responsabilités régionales, la Flandre a déjà fait le choix d'avancer par rapport à la 5G. Bruxelles est en retard, la Wallonie est en retard. Tout à fait, mais on assiste en France aussi au même débat que celui auquel on voit maintenant en Belgique. Donc, bien sûr, parce que sur les à tous les niveaux. Ouais. Bien sûr, et sur les questions de la santé, enfin, vous verrez qu'on diverge par rapport à ça. Donc, il y a des différences d'avis, d'interprétation des études, de légitimité ou pas des organes qui sont utilisés pour ça. Enfin, on avait un long débat très intéressant avant le débat. On a déjà fait plusieurs débats avant le débat. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ça, je pense que le politique doit intégrer un moment et faire sienne, finalement, les conclusions qu'il estime légitimes pour sa population, en sachant que, de nouveau, on est une petite région à l'échelle du monde. Et donc, bloquer à partir de la Belgique le déploiement de la 5G, ça, on n'y arrivera pas. D'accord. Alors, sachant qu'on va effectivement aborder dans ce qui suit les enjeux sanitaires et les enjeux environnementaux, juste une brève réaction peut-être de certains d'entre vous à ce qui vient d'être dit, mais bref, parce qu'on aura l'occasion de débattre après, ou on poursuit le débat? Moi, je vais peut-être un peu réagir sur les exemples que vous présentez. Donc, on passe à des aspects sécuritaires. Quand on parle de la 5G, vous l'avez mentionné, c'est la continuité, tout simplement, purement la continuité de la 4G. Mais c'est une continuité de débit, d'augmentation de bandes passantes, de données, et c'est le grand public qui va utiliser cette technologie et avoir des impacts, alors à ce moment-là, qui dépassent mais totalement les quelques exemples donnés, qui vont se situer effectivement au sein même d'un certain nombre d'entreprises. Mais quand on voit au niveau européen, et je suis malheureusement assez d'accord avec vous, on ne va pas y échapper. Quand on voit que l'Europe met des milliards sur ce corridor 5G qu'ils appellent, où finalement tous les pions sont déjà là alignés pour faciliter des investissements massifs, publics et privés. Quand on voit les milliards qui vont être mis, je suis très interrogatif sur le type d'applicatifs qui vont vraiment émerger. Je suis vraiment convaincu qu'on va être dans une continuité de la 4G et donc de cette consommation de débit hallucinant de données pour aujourd'hui la 4G ou l'Internet en général, c'est 80% de vidéos, et pas toutes les plus intéressantes. Mais voilà, donc, voilà, c'est un peu, je dirais, les exemples, ils sont malheureusement assez classiques. C'est vrai, il y a un an, c'était des grandes catégories. Et puis on revient toujours sur cette optimisation. J'aimerais bien qu'on chiffre. Qu'est-ce qu'on va gagner en termes de sécurité? Ne parlez que de cela. Sécurité et médecine. Qu'est-ce qu'on va gagner par rapport à la situation actuelle? On parle d'optimisation des données. Voilà. Est-ce que la société a besoin d'optimisation?